Merci à toutes et à tous d'être venus ici ce soir. Merci à la Maison du Zéro Déchet qui nous accueille gentiment dans leurs magnifiques locaux. Donc, nous vous accueillons pour cette 4e soirée d'échange qui s'inscrit dans le cycle Demain notre Europe. Nous l'avons lancé ce cycle en mai 2023, soit un an à peu près avant les prochaines élections européennes. Dans le but de découvrir, d'approfondir et d'échanger à propos de thématiques européennes qui nous concernent toutes et tous avant les élections. Pour cela, nous accueillons souvent un ou une eurodéputée ainsi qu'une association de terrain. Donc, nous avons par exemple reçu Damien Carême et Delphine Rouillot, qui est la présidente de France Terre d'Asile, pour discuter des politiques migratoires en Europe. On a pu recevoir aussi Marie Toussaint et Amine Kessassi qui sont pour parler justice sociale et environnementale. Et plus récemment, Benoît Biteau et Greenpeace pour discuter de tout ce qui est problématique sur l'agro-industrie alimentaire. Aujourd'hui, donc, nous avons la joie de recevoir Yannick Jadot, qui est ancien directeur de campagne de Greenpeace, qui a été élu pendant 14 ans au Parlement européen et qui est là nouvellement élu sénateur de Paris. Nous reviendrons avec lui sur les victoires qui ont été gagnées au Parlement européen, mais également sur les perspectives et les chantiers qui restent à faire au sein du Parlement européen avec nos futurs eurodéputés. Nous n'accueillons donc pas d'association ce soir, mais Laura Froid nous présentera la Maison du Zéro Déchet ainsi que les associations qu'elle abrite également. En ce moment se discute au Sénat le projet de loi sur l'immigration. Donc Yannick aura un tout petit peu de retard. En attendant, on va vous présenter Abdoulaye Diarra et Stéphanie Dambach-Dijou, qui sont nos candidats parisiens et parisiennes pour les européennes de 2024. On pourra vous les présenter, poser quelques petites questions. Et voilà, ce sera un temps de clôture. Je vais laisser la parole à Laura pour nous présenter la Maison du Zéro Déchet. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que certains d'entre vous connaissaient déjà la Maison du Zéro Déchet? Oui. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est la première fois si vous levez la main? Chouette. Bon, bienvenue. Comme ça, maintenant vous connaissez. Bienvenue. En un mot, la Maison du Zéro Déchet, c'est un tiers-lieu associatif qui a été créé à l'origine par l'ONG Zero Waste France, qui milite pour la réduction à la source des déchets. Et ils avaient le constat qu'il n'y avait pas de lieu pour faire se rencontrer les acteurs du zéro déchet et montrer aussi à quoi ça ressemble une vie zéro déchet. Donc nous, notre mission, c'est vraiment de montrer que c'est possible et facile de réduire ces déchets à l'échelle individuelle et collective. Et pour ça, on a plein de choses dans notre lieu pour le prouver. On a une boutique, vous êtes arrivés par là tout à l'heure. Donc une boutique avec tous les objets du quotidien zéro déchet, un café associatif. Je pense que là, vous consommez, certains d'entre vous, du 100% vrac ou consigné. Donc voilà, merci de participer au zéro déchet comme ça. Et on accueille une programmation d'ateliers et de conférences sur le sujet de la transition écologique et de la réduction des déchets. Bonjour, bienvenue. Voilà, on a aussi du coup une activité de location de nos espaces. On essaye de faire profiter nos beaux espaces au plus grand nombre et surtout des entreprises et des associations à impact. Et on accompagne aussi les professionnels à réduire leurs déchets. C'est une association qui vit grâce à ses bénévoles. On a 50 bénévoles actifs qui tiennent la boutique et le café tous les jours. On les remercie chaleureusement et un conseil d'administration incroyable dont Lionel fait partie, et on accueille aussi des associations de l'écosystème zéro déchet dans notre espace de coworking à l'étage. Donc on accueille Zero Waste France qui nous a créé, Zero Waste Paris qui est l'antenne locale de Zero Waste France, et Surfrider Foundation à qui je laisse la parole. Merci. Pour les antennes locales de Zero Waste, vous voyez, elles sont toutes ici. Moi, donc, je représente à la fois le conseil d'administration de la Maison du Zéro Déchet, bienvenue ici, et je suis responsable des relations avec les médias pour une ONG donc, qui s'appelle Surfrider Foundation, qui a ses locaux ici parce que nous aussi, on lutte contre la pollution des océans, et notamment contre les déchets plastiques. Voilà pourquoi on a notre siège à Biarritz, donc c'est une association qui agit contre les déchets, mais aussi pour la qualité de l'eau, sur les problématiques d'artificialisation du littoral.
Et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on est ici dans cet écosystème. On a notre siège européen qui est à Biarritz et on travaille énormément en lobbying européen. Donc ça m'intéresse particulièrement Yannick Jadot soit là ce soir pour poser plein de questions parce que les grandes lois européennes, je ne fais pas de dessin, se prennent beaucoup à l'échelle de l'Union européenne. Donc il y a beaucoup à faire. Il y a des choses qui ont été faites. La directive sur le plastique à usage unique, il y a des choses qui sont en cours, qui ne nous satisfont pas complètement. Il y a encore beaucoup de choses à venir. Donc voilà, merci d'être là et je pense que ça va être un temps d'échange très intéressant. En tout cas pour moi, il le sera, c'est ça le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Abdoulaye, Stéphanie, si vous voulez bien nous rejoindre, je ne sais pas si vous préférez rester assis ou vous... Peu importe. Vous préférez Peut-être assis, assis. parce que ça va. On est un peu bavard d'expérience, on va s'asseoir par flemme. Si vous voulez bien vous présenter et nous dire un petit peu quels sont les combats que vous envisagez de porter au Parlement européen quand vous serez élu. C'est moi qui commence. Allez, vas-y, Ouais. Abdoulaye. Ok, alors très rapidement, donc je compte sur Stéphanie pour m'arrêter si je suis trop bavard. Je me présente, donc Abdoulaye Diarra, militant écologiste et aujourd'hui candidat aux élections européennes. Et pour vous expliquer un peu ce que je veux porter au niveau du Parlement européen, il y a un peu besoin que je vous explique comment je suis arrivé là. Parce qu'effectivement, je n'ai pas le profil type en tant que tel d'un député européen. En fait, moi, à la base, je viens d'un milieu social modeste et le premier pied à l'engagement, il était involontaire, mais c'est tout simplement quand j'ai aidé mes parents, et notamment ma mère, parce qu'elle n'écrivait pas très bien français, à faire ses courriers syndicaux pour pouvoir se défendre face à un employeur qui n'était pas toujours sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire avec elle. Et effectivement, du coup, mon premier prisme d'entrée, il a d'abord été social. C'est pour ça que quand je suis rentré à l'université, je me suis engagé à l'UNEF, le syndicat étudiant, puis à la mutuelle des étudiants pour tout simplement essayer de faire en sorte que des jeunes qui rencontrent des difficultés dans l'accès aux études, dans le fait de pouvoir manger à leur faim tous les jours, en fait, tout simplement, ils puissent trouver des solutions et qu'on puisse essayer d'avancer. Et la vraie rupture qui m'a convaincu, en tout cas, qu'il y avait un enjeu à faire le pont entre les problématiques sociales et les problématiques climatiques, pour être très honnête avec vous, c'est un peu ironique, enfin c'est un peu drôle maintenant, en fait c'est les élections européennes, il y a 5 ans. C'est-à-dire que, en fait on le sait, le mouvement social un peu historique, face aux questions climatiques, dans un premier temps on se disait que c'était essentiel, mais d'abord il fallait penser à ce qu'on allait manger à la fin du monde. Et c'est les marches climat, les premières grosses mobilisations qui ont réussi en tant que telles à pousser un peu l'ensemble des acteurs associatifs, syndicaux, à se dire que en fait, il y avait des problèmes, en tout cas dans notre logiciel. Parce qu'on ne se rendait pas compte qu'en fait, c'était très souvent les mêmes sujets, mais qui n'étaient pas forcément mis en œuvre de la même manière, ou en tout cas, pas avec les mêmes prismes d'analyse. Ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, c'est toujours les personnes en situation de précarité qui sont les premiers à subir les impacts de la crise climatique. Il suffit de le regarder, par exemple, on l'oublie, mais en ce moment, il y a des problématiques d'accès à l'eau en France, mais c'est dans les Outre-mer. Donc finalement, c'est pas si grave que ça. On parle du fait que la France est l'un des pays qui, entre guillemets, émet le moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais encore une fois, ce qu'on oublie, c'est que en fait, on est le premier pays européen à financer des produits, des bombes climatiques. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on finance ce qu'on n'a pas envie de faire en France parce qu'on sait que ça a un impact. Donc c'est pas grave ce qui se passe en Ouganda. Après tout, c'est pas nous. C'est pas grave ce qui se passe à travers le monde parce que finalement, c'est loin, ça nous regarde pas. Et l'un des enjeux, en tout cas, qui est essentiel, c'est de voir comment on est en capacité de pouvoir essayer de changer les choses et surtout d'avancer sur cette prise de conscience. Et 3 gros domaines, et je finirai là-dessus pour pas être trop long, même si vous me connaissez, je peux parler pendant très longtemps. Il y a 3 gros sujets que je veux porter au niveau européen. Le premier sujet, c'est la question de la jeunesse européenne. On le voit, on a une jeunesse qui est de plus en plus précarisée au niveau européen. On le voit en France avec les queues de distribution alimentaire, on s'y est habitué, mais c'est le cas partout en Europe. Le deuxième enjeu, c'est la question de l'Europe de la santé. On n'a pas même vu pendant la période de pandémie. En fait, on s'est rendu compte qu'on était quand même dans une situation où, en fait, en Europe, on avait des pays qui s'amusaient à voler les masques de leurs voisins parce que finalement, il n'y avait pas de réflexion européenne. Et c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on a une santé qui s'affaisse partout et on a besoin de pouvoir agir. Et enfin, le dernier sujet, c'est
ce que je vous disais au début, la première cause en tout cas de mon engagement, c'est de lutter contre les inégalités sociales et leur lien avec la précarité et les difficultés climatiques, parce qu'encore une fois, comme je le disais, en fait, si on n'aide pas les personnes les plus vulnérables, ça veut dire que effectivement on a un mauvais regard écologique et qu'on ne comprend pas pourquoi en fait les systèmes de domination s'accumulent et pourquoi très souvent c'est les plus précaires, c'est les femmes, c'est les personnes racisées, c'est les personnes immigrées. Et donc là Yannick n'est pas là parce qu'il ne pas sur la question de la loi asile-immigration, mais c'est une nouvelle illustration encore une fois que encore une fois c'est les plus précaires qui sont mis en galère. Merci. Alors à mon tour, profil un peu différent, même si on a une histoire commune en fait dans nos origines avec Abdoulaye, parce que comme lui et ça participe de qui on est aussi, de ce qu'on défend et souvent de l'engagement politique, il vient de nos histoires personnelles. J'ai aussi grandi vraiment dans une cité avec, et je raconte souvent, c'est pas du tout du misérabilisme, mais c'est juste que j'avais vu sur 12 voies d'autoroute. Voilà, elle existe, hein, c'est une tour dans le 94, et il y a vu sur 12 voies d'autoroute et l'aéroport d'Orly en point de mire. Pourquoi je raconte ça? Parce que petite fille, j'avais 6-7 ans, je vous assure que ça a structuré mon engagement écologiste, j'étais éco-anxieuse avant que ça existe. Parce qu'en fait, quand enfant, les histoires dans les livres, elles montrent toujours des forêts, des animaux et des maisons avec des toits rouges, et ça n'a rien à voir avec le quotidien auquel on est confronté, et il y a un vrai sujet de je ne comprends pas dans quoi j'habite et on ne peut pas continuer comme ça. Et ça a vraiment structuré la personne que je suis aujourd'hui. Alors je commence par ça parce que vraiment ça raconte l'histoire ensuite de mon engagement, et par ailleurs c'est aussi une confrontation au réel des grandes inégalités sociales qu'il peut y avoir, mais ça qui vient un petit peu plus tard. Toujours est-il que j'ai cet engagement-là, mais moi j'ai 45 ans aujourd'hui, j'habite dans le 19e arrondissement de Paris et j'ai 45 ans, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le secteur de la finance. Oh le gros mot. Je travaille dans le secteur de la finance et puis je suis par ailleurs aussi adjointe au maire du 19e arrondissement là, depuis 2020 en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire et du numérique. Donc 20 années à travailler dans le secteur de la finance et mon engagement politique qui se construit en parallèle, beaucoup dans un engagement associatif dans un premier temps, je pense comme beaucoup d'entre nous, et qui se crispe et qui vraiment devient politique au moment où j'ai des enfants, comme beaucoup. Parce que cette anxiété que je portais en moi, quand on la projette sur nos propres enfants, là, il y a une urgence à s'engager vraiment. Et donc, je m'engage en politique et j'ai rejoint finalement Europe Écologie Les Verts en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, en parallèle, donc, je travaille dans le secteur de la finance et c'est aujourd'hui ce que je propose par ma candidature aux élections européennes. J'ai la conviction absolue qu'il y a un enjeu essentiel à aller travailler les réglementations financières européennes pour transformer, en tout cas aider, et c'est très important, c'est un levier fondamental pour transformer notre modèle économique. Et que ce travail sur les réglementations financières européennes, il se fait singulièrement, et sur les réglementations financières d'ailleurs, se fait singulièrement à l'échelle de l'Europe. Il est très difficile de mener ce type de réglementation à un niveau national, ça a assez peu de sens. Et Abdoulaye, tu l'as un petit peu évoqué. Moi, la proposition que je fais dans cette candidature, c'est de dire allons ensemble faire en sorte que la masse de liquidité financière, alors pardon, j'emploie des barbarismes. Je fais un aveu ici, je n'ai jamais arraché d'OGM, je n'ai pas démonté de McDo, et donc c'est une autre proposition que je fais par rapport à des engagements écologistes plus traditionnels. Mais en revanche, le fait d'aller dire la masse d'argent disponible dans les fonds privés doit servir à financer la transition. Il y a plusieurs leviers de financement de la transition. Il y a évidemment tout ce qu'on entend du financement public. Je ne vous ferai pas l'offense de dire que vous avez lu les rapports Philippe Pisani-Ferry, etc., qui parlent du financement public. Oui, bien sûr, il va falloir sans doute travailler sur les sujets de la dette, travailler sur le sujet de l'impôt, de la fiscalité, etc., etc. Mais quoi qu'on fasse, en fait, le besoin de financement ne pourrait être comblé à hauteur de 20% par les financements publics. Donc ça veut dire qu'il y a 80% de l'argent nécessaire qui existe. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent magique, il existe, mais sauf qu'aujourd'hui, il sert à financer quoi? Pardon, je vais faire un raccourci, les puristes n'en voudront pas, mais il sert à financer Total. Et là, on a un vrai sujet. Donc si je simplifie un peu à outrance, mais l'idée c'est de dire,
comment on travaille la réglementation financière pour faire en sorte que demain on ne puisse plus, en tout cas les financiers, les institutions financières ne puissent plus financer les énergies fossiles et qu'on oriente un maximum de liquidités vers des activités économiques relocalisées, plus sociales, plus solidaires. Enfin, évidemment, moi en ce moment je travaille déjà sur les problématiques d'économie sociale et solidaire et d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité. Évidemment, il y a tous les sujets, alors je ne vais pas rentrer trop dans le technique, mais je pourrais parler avec celles et ceux d'entre vous que ça intéresse après, puis je peux répondre à tout plein de questions. Mais au niveau européen, il y a vraiment des leviers techniques pour travailler sur le réglementaire, que ce soit du prudentiel, que ce soit sur les normes comptables, que ce soit sur les labellisations de fonds, etc. etc. J'arrête parce que je sais que j'entre sur des domaines qui peuvent paraître un peu pénibles, mais néanmoins, je suis convaincue, et c'est vraiment ce que je souhaite porter en tout cas dans cette campagne, que c'est très très important. Voilà. Par ailleurs, un peu en mineur, j'ai aussi beaucoup travaillé, toujours dans la banque, sur les sujets de ce qu'on a appelé à un moment donné la transformation numérique, c'est-à-dire la dématérialisation de pas mal de processus, et notamment dans le secteur de la finance. Et je crois qu'aujourd'hui, on a aussi au niveau européen des vrais sujets d'inclusion numérique à adresser. L'inclusion numérique, c'est l'accès au droit, en premier. Et l'inclusion numérique, c'est pas un petit sujet. Il y a de grosses régulations qui doivent être faites sur toutes les problématiques numériques autour de l'intelligence artificielle, mais aussi autour, en lien entre la finance et le numérique, ce qu'on appelle les crypto-monnaies. J'allais dire l'anglicisme et je me suis concentrée pour trouver la version française parce que j'évite. Voilà, donc ce sont aussi des sujets sur lesquels je souhaiterais travailler si j'ai la chance d'être élue au Parlement européen, et je suis désolée si j'étais un peu longue. C'était voilà. parfait. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux. De toute façon, vous restez avec nous. Quel syndrome. Non, on a fini. On faisait la première partie. On a chauffé la salle un petit peu, Yannick. Bon, super, merci. Merci beaucoup, bonsoir. Et je remercie aussi tout de suite Emmanuel Pierre-Marie de nous faire l'honneur de sa présence ce soir. Le deuxième arrondissement. Merci beaucoup à tous les deux, et on pourra aussi poser des questions à Abdoulaye et Stéphanie tout à l'heure. Un peu plus avancé sur la soirée. On va voir comment. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci infiniment. Merci d'avoir pris le temps au milieu de cette actualité un peu dense. Ouais, on est en pleine négociation, enfin en plein débat, vote de la loi immigration. Donc désolé d'être un peu en retard. Et je vais être une deuxième fois désolé parce que je vais partir en avance. Voilà. Donc, On a pile une heure. Camille. moins, 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Ouais. Ok, on commence Désolé. maintenant On alors. commence tous. Ouais. On a déjà fait ta présentation. Avant de poser des questions un peu plus précises, on se demandait si toi il y avait un combat mené au Parlement européen pendant tes mandatures, un combat gagné ou même perdu par les écologistes, mais qui t'a rendu fier ou qui t'a marqué particulièrement. Alors, bonsoir. Il y a plein de combats qui m'ont rendu fier. Quand on combat et que on le fait collectivement, on est toujours assez fier en fait, même quand on les perd. Après, c'est plus rigolo quand on les gagne. Les combats qu'on a globalement perdus, sur lesquels je m'étais quand même beaucoup investi, les traités de libre-échange. Moi, le premier combat qu'on a mené quand je suis arrivé en 2009, c'était le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, dit TAFTA. Et j'ai été fier parce qu'on a mené cette campagne avec le groupe, évidemment, mais avec tous les partis verts européens. Et il y a un peu plus de 10 ans, on avait convaincu beaucoup de villes d'être des villes hors TAFTA. Et donc, il y avait une vraie mobilisation des associations, des élus, des collectivités, au-delà d'avoir une mobilisation au Parlement européen. Et c'est vrai qu'il y avait encore, pour le coup, une société civile contre le libre-échange intermondialiste qui était plus puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui, en réalité. Donc il y a eu ce combat contre le TAFTA. La réalité, c'est que la négociation s'est plus arrêtée à cause de Trump qu'à cause de notre capacité à convaincre l'Union européenne d'arrêter cette folie
des accords de libre-échange qui finissent en dérèglement climatique, en prédation sociale, en souffrance animale, en déforestation, en mise en concurrence des travailleurs partout et trop souvent délocalisation. Donc il y avait ce combat-là, mais c'était un combat très fort qui encore une fois était structuré et avant de partir, parce que le combat n'est pas terminé, vous savez qu'il y a l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, j'allais dire qui dans la symbolique est encore plus fou que le TAFTA, parce que là c'est vraiment exporter, on résume souvent cet accord, l'Europe exportera des voitures allemandes et nous importerons du soja et du bœuf brésilien, argentin. Donc au moment où on sait à quel point l'Amazonie est en train de passer à un point de bascule sur l'ensemble de l'écosystème et sa capacité à absorber du CO2 et à être un écosystème très vivant, participer de la déforestation pour nourrir nos élevages intensifs, participer de la déforestation pour importer de l'éthanol, participer de la déforestation et de la disparition des paysans brésiliens pour importer de la viande brésilienne qui va venir faire disparaître nos paysans à nous. Enfin, tout ça est dingue, en fait. La logique de cet accord qui est dans les premières étapes de négociation ont plus de 20 ans, c'est totalement dingue. Donc il y a toujours ce combat pour une autre mondialisation, mais sur lesquels on arrive aussi à faire évoluer l'Europe. Il y a, par exemple, ce qu'on a beaucoup porté pour celles et ceux qui avaient suivi notre campagne en 2019, on portait l'idée d'un protectionnisme vert. Alors, le protectionnisme, souvent, c'est perçu nous contre eux ou contre nous, c'est-à-dire qu'on défend nos intérêts contre les intérêts des autres. Bon, on voit avec le Covid qu'il y a un vrai sujet de politique industrielle, de souveraineté sur les médicaments, sur les secteurs stratégiques. Bon. Mais le protectionnisme vert, tel qu'on l'a porté à ce moment-là, au fond, c'est surtout un protectionnisme de protection des communs. C'est de dire, quand on est pour des régulations sociales fortes au niveau mondial, c'est la protection des travailleurs ici, c'est la protection des travailleurs là-bas. Quand on est pour la protection du climat, c'est évidemment l'enjeu de tout le monde, comme la biodiversité. Mais pendant ce mandat, qui n'est pas encore terminé, il y a quand même eu le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, alors qui est très insuffisant, mais c'est quand même un mécanisme qui vient dire que si on demande des efforts à nos entreprises, c'est pas possible d'autres pays exportent sur le marché européen des produits qui n'ont pas la même réglementation climatique. Donc ça, c'est pas rien, c'est quand même une régulation de la mondialisation. Et puis là, je recevais la semaine dernière le premier vote en commission du commerce international sur l'interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché européen. Et ça, c'est pas rien non plus. C'est quand même 25 millions de personnes dans le monde qui sont en état d'esclavage. Personne n'est au courant, ça vient dans nos armoires, voilà. Et puis, dans cette partie qu'on peut trouver dans les abattoirs au Brésil et tout ça, il y a aussi la partie ouïghour, où, vous le savez, le génocide, enfin, le travail forcé, l'esclavage moderne, est un outil du génocide ouïghour. Donc c'est quand même des choses qui évoluent. Et puis il y a eu d'autres combats. Moi, il y en a un que j'ai beaucoup apprécié, parce que je pense qu'il raconte notre projet écologiste, c'est la victoire contre la pêche électrique néerlandaise. Vous savez que, notamment la pêche de la sole, les sols vivent dans le sable, le plus souvent. Donc quand vous les pêchez, normalement, c'est les sols qui sont sortis. Vous les ramassez. Il y a beaucoup de pêche artisanale en France, notamment dans les Hauts-de-France, du côté de Boulogne, de pêche à la sole. Bon. Et il y a un système qu'ont inventé les Néerlandais, qui est une sorte d'énormes navires, pêche électrique, c'est-à-dire qu'en fait, ils électrocutent les sols sableux, et donc tous les poissons, ils sont choqués,
ils remontent, ils ramassent tout. Mais là, vous vous rendez bien compte que ça ramasse même les juvéniles, en fait. Ça détruit toute la biodiversité. Et en plus, comme c'est des bateaux-usines, ça ramasse tout. Donc ça crée des déserts. C'est pas simplement ignoble du point de vue de la biodiversité, mais ça crée des déserts et évidemment, ça tue toute la pêche artisanale. Et on a mené cette campagne avec Bloom et avec les pêcheurs artisanaux qui sont venus, qu'on a fait venir au Parlement européen. On les a fait rencontrer tous les parlementaires pour qu'ils racontent ce qu'est la pêche artisanale et ce qu'est la pêche industrielle, et on a gagné. Et ça, c'était un bon coup. Grosse victoire. Ouais, c'était. Et puis quand je dis que c'est le projet écologiste qu'on a envie de porter, parce que c'est à la fois la protection de la biodiversité, mais c'est la protection des gens qui, au fond, par la pêche artisanale, elle n'est pas toujours exemplaire, attention, mais c'est aussi le modèle de pêche qu'on veut développer. La pêche artisanale, dans certains territoires, c'est ce qui maintient des territoires en vie. Et donc c'est à la fois la vie, la défense des territoires, la défense de certains métiers avec qui on doit être allié, la pêche artisanale, comme les paysans, pour l'agriculture, et le respect de la biodiversité. Et ça, c'est un peu le modèle qu'on essaye de toujours développer. Toujours sur cette thématique du respect de la biodiversité, un texte assez récent, enfin en tout cas de la dernière mandature, on a beaucoup parlé de la directive en juillet 2021 contre le plastique à usage unique. Oui. Il y a eu beaucoup de débats autour. On sait qu'il y a eu une mobilisation très intense des lobbies du plastique, de McDo, etc. Et quand bien même on l'a présenté comme une victoire, c'était un peu une victoire en demi-teinte. Quelle a été la mobilisation, comment s'est déroulé le combat, et surtout comment on peut aller, j'en parle aussi parce que déjà on est à la maison du zéro déchet, il y a Surfrider dans la salle, et comment est-ce qu'on peut aller plus loin aujourd'hui vers une interdiction complète, ou en tout cas aussi un remplacement de du plastique à usage unique par des matières qui soient moins critiquées que celles qu'on utilise aujourd'hui en fait souvent pour le remplacer. Alors là aussi, ce qu'on a pu gagner, c'est incontestablement la mobilisation des associations, c'est les travaux d'experts sur les dégâts du plastique qui ont permis d'avoir, y compris, il faut le dire, des élus à peu près de tous les bords politiques qui ont soutenu la campagne et qui nous ont permis de gagner. Alors après, tu as raison, sur tous les sujets, de toute façon, il y a les lobbies, il y a toujours l'argument majeur. Ce sont des industries, ce sont des emplois. Et comment ils travestissent totalement nos campagnes en disant, mais en fait, si on ne peut plus faire de plastique, on meurt. Et il n'y a pas d'alternative au plastique. C'est toujours le type d'arguments qui sont mis en avant. Donc je crois que, comme sur beaucoup de sujets aujourd'hui, si on prend par exemple la question du glyphosate, la façon dont le gouvernement français, comme les autres gouvernements européens, ils disent mais au fond il n'y a pas d'alternative à la molécule du glyphosate. Le sujet c'est pas d'avoir une molécule aussi puissante, herbicide que le glyphosate, mais qui serait écolo-friendly. Le sujet c'est le changement de modèle. Et au fond, il y a toute une partie des parlementaires qui sont quand même extrêmement sensibles à l'idée que la transition écologique doit être le verdissement du libéralisme. Et qu'au fond, c'est ce que nous raconte Macron matin, midi et soir. On a des problèmes de mobilité et de pollution, eh ben, on va remplacer les moteurs thermiques par les moteurs électriques. Les constructeurs automobiles vont faire encore plus de pognon parce qu'ils vont faire des bagnoles encore plus lourdes, encore plus équipées, qui vendent beaucoup plus cher. Il y a un problème de mobilité avec le transport aérien. Vous inquiétez pas, on va continuer à accroître le transport aérien. Il y aura l'avion vert. Il y a un problème d'isolation des logements. Eh ben, on va faire des pompes à chaleur. Alors, les pompes à chaleur, c'est bien, mais si on n'isole pas les logements, c'est débile. On a un problème d'approvisionnement en électricité. Vous inquiétez pas, il y aura du nucléaire en 2040, 2045 pour qu'au fond nous garantir la société d'abondance. Et puis s'il y a une guerre, vous vous en souvenez, avant l'hiver dernier, on nous disait mettez des pulls roulés parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Et au fond,
on arrive à passer l'hiver en mettant un pull roulé. Donc, mais c'est ça la situation dans laquelle on est. Et en 2019, par le score qu'on avait fait un peu partout, notamment en Europe de l'Ouest, par les mouvements climat très présents, on a gagné le Green Deal comme agenda européen. C'était pas rien. L'agenda écolo, ce qu'on portait nous en 2009, c'était le Green New Deal. 10 ans après, c'est devenu l'agenda de la Commission européenne. Alors on peut toujours dire c'est pas assez, tout ça, t'as raison, mais c'était devenu l'agenda. Comment on articule écologie, économie? Parce que le social au niveau européen, c'est toujours un peu compliqué. Bon. Et alors évidemment, il y a eu la Covid, il y a eu la guerre, mais ce qui est fou aujourd'hui, c'est que ce qui se passe au niveau du Parlement européen, ce qui se passe en France comme ce qui se passe dans la plupart des pays européens, c'est qu'on est arrivé sur le Green Deal, donc ça veut dire qu'en fait le débat il est sur la mise en œuvre des politiques climatiques, et en fait il y a un refus absolu d'obstacles des gouvernements européens. C'est-à-dire qu'en fait, paradoxalement, plus le dérèglement climatique cogne, plus il est présent dans les chairs de la chair de chacune et de chacun d'entre nous, internationalement, enfin je veux dire, il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe partout. Et au fond, qu'est-ce que ça raconte? Ça veut dire que les transformations qu'on doit engager sont totalement incompatibles avec le modèle existant. Donc ceux qui ont cru à un moment donné qu'ils pouvaient verdir le libéralisme en sont pour leurs frais aujourd'hui. Parce qu'ils disent en fait, si on veut réellement s'attaquer au dérèglement climatique, notre modèle ne tient plus. Vous avez l'extrême droite qui est pris dans un nouveau cycle de climato-scepticisme. Les étrangers, par principe, depuis, voilà, ils sont coupables de tout. Virons les étrangers et on aura tout résolu. Mais c'est plus simplement l'extrême droite, c'est plus simplement les étrangers, c'est la féministe et l'écologiste qui sont les ennemis de leur modèle, parce qu'au fond, les étrangers, parce que c'est les boucs émissaires, et l'écologiste et la féministe, parce que ce sont les deux grands mouvements qui ont pénétré la société ces dernières années, et comme ils veulent faire vivre un passé mythifié, ce sont les ennemis. Et puis vous avez, je l'ai dit, le solutionnisme technologique, c'est ce que porte Macron, très clairement. Il y aura toujours de l'abondance, on va régler les problèmes technologiquement, donc faites-nous confiance, mais ce sera dans un moment, mais c'est pas grave. Il y a un autre truc qui est là, au fond, c'est l'idée que le régime climatique, il est binaire. Avant, on avait le temps, ah bah oups, on s'est trompé, on n'avait pas le temps, mais on est passé dans un régime de dérèglement climatique, donc on est dans un autre régime stable. Comme si chaque dixième de degré n'était pas un enjeu majeur. Et donc, au fond, il faut s'adapter maintenant. Il n'y a plus d'enjeu à transformer, il faut juste s'adapter, voilà, bon. Et donc, tout ça participe, au fond, d'un refus d'obstacles qui, à la fois, est dans la société, parce que chacun doit changer ses habitudes, et qu'on est toujours plus facilement à dire les autres doivent changer leurs habitudes, mais pour les autres qui changent leurs habitudes, c'est nous. Donc, il y a un enjeu collectif de savoir comment nous-mêmes, on promeut notre projet pour montrer à quel point le projet de transformation, il est plus fraternel, il est plus solidaire, il est par sa sobriété, il est aussi plus tourné vers l'essentiel, la réconciliation avec la nature, avec le vivant non humain, bon bref. Donc il y a ce projet-là, mais ce projet-là, encore une fois, maintenant, il bouscule tellement toutes les rentes et les habitudes qu'au fond, c'est encore plus difficile de le vendre. Parce qu'avant, on arrivait à le vendre parce que les gens croyaient que ça n'allait pas être pour aujourd'hui. Maintenant, les gens, quand on le vend, c'est pour aujourd'hui, en fait, qu'il faut le faire. Et ça veut dire qu'il faut sortir des pesticides, il faut cogner Monsanto, Bayer, BASF. Ça veut dire qu'il faut remettre en cause le poids de l'industrie automobile pour faire des transports collectifs, pour faire de la mobilité douce. Voilà, ça veut dire qu'il faut absolument investir dans l'isolation des logements, réduire l'artificialisation des sols, parce que voilà, donc, et vous voyez bien tous les enjeux, je veux dire, c'est la 69, c'est le triangle de Gonesse, c'est machin, de dire, ah oui, mais bon, ok, mais enfin, encore celui-là, encore ce projet autoroutier-là, encore... Et donc, au fond, sur le plastique, pour revenir sur la question des déchets,
faut qu'on arrive, nous, encore une fois, moi je passe pas mon temps à dire on a mal fait et tout ça, je veux dire on n'a pas tout fait bien, ça c'est évident, mais franchement les forces qu'on a contre nous, aujourd'hui, coalisées, dans les différentes formes de déni de l'urgence climatique ou de l'urgence de la biodiversité ou des pollutions, font qu'en fait, les citoyens eux-mêmes, qui dans des injonctions contradictoires, se disent « Putain, tout ça est compliqué, quoi, en vrai. Tout ça est compliqué, quand je vais acheter du jus d'orange chez Franprix, il y a quand même toujours que des bouteilles en plastique. C'est-à-dire, t'as une partie brique carton, et puis tout le reste, c'est des bouteilles en plastique, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que les gens, ils voient bien que le plastique est une saloperie, mais quand ils vont acheter leur jus d'orange, ils voient que des bouteilles en plastique. Donc c'est... Et ça va être ça l'enjeu de la campagne européenne qui arrive. C'est d'arriver à montrer que il ne faut pas nier l'obstacle. Macron, en fond, ce que racontent les libéraux, c'est on peut nier l'obstacle. La technologie va nous permettre de repousser l'obstacle et il va disparaître. Faut pas nier l'obstacle, mais arriver à convaincre que, à la fois, remettre la société en mouvement, c'est éviter qu'elle se polarise, qu'elle se déteste, qu'elle se refroidisse. C'est passer l'obstacle et derrière, l'herbe est plus verte, si je peux permettre cette image. Justement, en parlant d'obstacles, la dernière grosse victoire écolo date de cet été avec l'adoption de la loi sur la restauration de la nature, qui vise du coup à préserver les écosystèmes européens. On sait que ce texte il a été très critiqué par la droite et l'extrême droite, soutenu eux aussi par les lobbies et les syndicats agricoles, qui ont dit, je cite, que ça allait mettre à mal l'économie et notre système agricole actuel, donc ce que tu disais juste avant. Donc en fait c'est une victoire en demi-teinte puisque la loi a été adoptée mais dans sa version la plus édulcorée. Est-ce que tu... C'est pas une défaite, en fait on n'appelle pas ça une victoire, si je peux me permettre. Parce que l'idée de la restauration de la nature, c'est de dire au fond, il y a 20% de nos écosystèmes qu'il faut absolument protéger. Et c'est vrai qu'on a obtenu de justesse à quelques voix près, d'où l'importance du maximum de députés européens élus. Et dans un système à la proportionnelle à un tour, c'est quand même ce système-là qui permet, dans le spectre de la gauche, d'avoir le plus d'élus. C'est évident. Mais en fait, notre victoire, c'est de ne pas avoir perdu. Parce qu'en fait, effectivement, la droite aujourd'hui, et étonnamment, la droite, c'est pas nous. Mais dans l'histoire de l'Europe, la droite, avec notamment les sociodémocrates, ont construit l'Union européenne. C'est comme ça. Je veux dire, c'est cette coalition des gouvernements et du Parlement européen entre les chrétiens démocrates et les sociodémocrates qui a construit l'Europe. Et donc, il y a toujours eu, de la part de ces deux groupes les plus puissants, l'idée de trouver le compromis pour faire avancer l'Europe. Là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, la droite, maintenant, refuse de négocier sur les sujets environnementaux. Ils sont partis dans la négation. Enfin, vous le voyez partout. Il n'y a qu'à voir le Parti populaire, comment le Parti populaire espagnol a fait campagne. C'était contre l'écologie pour remettre en cause le dérèglement climatique, contre le droit à l'avortement, contre le droit au mariage pour tous et contre les immigrés. Le Parti populaire, il n'y a pas besoin de Vox. Je vais vous dire, là, au Sénat, il n'y a pas besoin de l'extrême droite. Hein. Les mecs, c'est la fête du slip anti-immigré, quoi. C'est fou, c'est fou. Ils veulent bloquer les étudiants, ils veulent foutre en prison les mineurs isolés. Enfin, c'est dingue. Ils ont ouvert une boîte, là. Tous les cons sont sortis en ce moment. Hein. Enfin, je veux dire, là, on a un truc, là, c'est... Bon. Et donc, la droite s'est mise à dire, non, on négocie même pas. On négocie même pas. Donc, on a arraché, pour ne pas perdre, et qui est quand même ce qui est une nouvelle loi, c'est un nouveau mécanisme. Donc, l'idée, c'est d'arracher le mécanisme pour pouvoir petit à petit le renforcer et que ça devienne une victoire au sens vraiment de la protection de la biodiversité. Mais on est vraiment dans ce moment-là où,
voilà, je veux dire, vous voyez, la droite qui a gagné en Suisse, ils attaquaient, qui vient de gagner les élections, hein, ils attaquaient Météo Suisse. Parce qu'ils trouvaient que Météo Suisse parlait trop souvent des canicules. Non mais, c'est pas rien, quoi. Et au fond, y compris, on le voit dans l'agriculture, les agriculteurs, ils voient bien que y compris les plus productivistes, ils voient bien que leur système n'est pas durable. Mais au fond, plus ils se rapprochent de la bascule vers un autre système, plus ils sont agressifs. Je veux dire, l'agressivité des agriculteurs intensifs vis-à-vis de l'écologie aujourd'hui, on ne l'a jamais vécu. C'est pas nous qui les agressons. C'est eux qui voient bien que leur modèle est totalement remis en cause et ils se disent à la fois est-ce que je suis prêt à changer de modèle ? Est-ce que je vais gagner autant d'argent avec le modèle ? Enfin, voilà, c'est pas simple. Donc, à nous de trouver aussi parfois les moyens y compris dans nos outils de politique publique, d'accompagner davantage les acteurs, y compris ceux qu'on considère un peu comme nos adversaires sur leur impact environnemental, parce qu'on a besoin qu'une partie bascule avec nous. Parce que si on les a en confrontation, je vais dire, à moins qu'on gagne les élections en 2027, il faut tout faire pour gagner les élections en 2027, mais si c'est pas un gouvernement où on est dedans, il sera toujours un gouvernement avec la FNSEA. Hein. Faut pas... Et puis même, je veux dire, si on gagnait demain, si demain la FNSEA bloque le pays, ça sera pas ça. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi, mettre les politiques en œuvre. C'est pas simplement les faire voter à l'Assemblée en disant on sort des pesticides, on arrête les aides à l'hectare ou à la production, on fait des aides en fonction de l'intensité de la main-d'œuvre, en fonction des services rendus à la société en matière d'alimentation, de qualité de l'alimentation, évidemment, mais aussi de biodiversité, de gestion des espaces, de machin, de trucs. Bon, si à un moment donné vous avez tout le secteur économique ou 80% du secteur économique contre vous, c'est pas simple. Je veux dire, donc la mise en œuvre est aussi un enjeu. Puisque tu dois retourner ferrailler avec tous les comptes sortis. Et puis je vais, pour dire une vérité, pour que vous ne soyez pas surpris, c'est parce que je vais aussi à la télé. Oui, il y a une soirée France 2 sur l'immigration avec Jordan Bardella, Darmanin, Lavalette, député RN, Marion Maréchal Le Pen, Pradier pour la droite. Donc il n'y avait pas d'écolo. Donc vous avez peut-être vu sur les réseaux, Marine a commencé à hurler en disant c'est pas normal. Et donc comme j'étais au Sénat et qu'ils vont faire le duplex avec Darmanin au Sénat, ils m'ont dit bon, on vous fait aussi un duplex. Donc je pense qu'on a besoin, parce que c'est ça aussi l'écologie, de rappeler qu'on se bat pour une société ouverte, démocratique, respectueuse de l'égalité, qu'on a dans notre pays 600 000 travailleurs sans papier qui sont là, qui font vivre notre pays, qui vivent dans notre pays, qui consomment, qui cotisent, qui voilà. Et la droite veut absolument les mettre encore plus dans la clandestinité, la précarité et l'humiliation matin, midi et soir. Donc c'est pas... Franchement là, c'est... faut vous dire, c'est... Une question là-dessus, quand même, bon, c'est un peu de la politique fiction encore à ce stade, mais on sait globalement que le texte qui va sortir du Sénat va être catastrophique parce que la droite y est majoritaire et que le gouvernement en plus a amendé son propre texte avec des choses de plus en plus dures, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on a une chance soit de voir le texte tomber tout simplement, soit d'avoir quelque chose de moins dramatique à la sortie de l'Assemblée nationale ? Alors ça pourra pas être plus dramatique. En vrai, non mais sérieusement, parce que faut réaliser... à chaque article, je veux dire, ils ont voté une partie qui ne rentrera pas dans la loi, hein, parce que ça sera inconstitutionnel, parce qu'au fond, ils s'en foutent. C'est pas, vous voyez, les LR, les Républicains aujourd'hui, au fond, Macron a déjà fait tout ce qu'il rêvait de faire. Sur la fiscalité des plus riches, sur la fiscalité des entreprises, sur l'assurance chômage, sur les retraites. Vous pouvez prendre les trucs les uns après les autres. Au fond, on a vraiment un programme de droite, et de droite dure, socialement, économiquement. Il leur restait l'identitaire. On doit quand même être les plus racistes de la droite, tout en n'étant pas l'extrême droite. En disparaissant pas sous l'extrême droite. Donc au fond, pour eux, ils considèrent que la question de l'immigration, c'est un peu un enjeu de survie politique, en vrai. Parce que sinon, s'ils votent le texte de Macron, il leur reste quoi ? Ils auront voté tous les trucs de Macron.
Donc au fond, pourquoi exister? Donc ils y vont à fond sur la pente d'extrême droite, en espérant qu'en étant sur le logiciel de l'extrême droite, mais en ayant gouverné, ça leur donnera à un moment une prime électorale. Et vous avez un gouvernement, y compris avec Darmanin, qui lui joue son avenir politique et qui lâche tout pour avoir n'importe quel accord, y compris en se disant, enfin le reste du gouvernement, il faut l'espérer, en disant, bon, de toute façon c'est le Sénat, la réalité à la fin c'est ce que votera l'Assemblée, hein, puisque vous savez, le rapport de force est quand même déséquilibré entre l'Assemblée et le Sénat. Donc il lâche absolument surtout, fliquer les étudiants, réduire même les mariages mixtes, et évidemment l'ensemble du regroupement familial. Vous êtes en toute légalité dans ce pays, avec un contrat de travail, tous les permis de séjour, les machins, les trucs. Vous ne toucherez qu'au bout de 5 ans les prestations sociales, y compris sur les enfants, sur tout ça. Et puis évidemment, là, si vous êtes dans l'illégalité, si vous êtes le machin, là, c'est cogner, expulser. Et donc, c'est vraiment dur. Alors, effectivement, ça va... Puis l'AME, ça dit, c'est un peu comme le climat. Enfin, je veux dire, ils disent l'immigration est incontrôlable. Moi, j'essaye de vendre aux médias, vous savez, sur les retraites, vous vous souvenez de Michael Zemmour, qui venait dire la vérité sur la réforme du gouvernement. Et même si on la disait nous, ça n'avait pas l'air vrai. Quand il est arrivé en disant « Mais attendez, moi je suis chercheur, je vous dis la vérité », bon, il y en a des chercheurs comme ça sur l'immigration. Il y a Patrick Veil, il y a François Héran. Regardez, il a fait un diapo sur tous les mensonges. L'immigration n'est pas incontrôlable. L'immigration dans notre pays, c'est 10%, enfin la population immigrée, 10%, en Allemagne, c'est 18%. On reçoit 4 fois moins de réfugiés que nos voisins. L'immigration rapporte. Même les étudiants, le solde de la présence des étudiants étrangers, c'est 1,3 milliard. Alors, tout ça, alors qu'eux, ils passent leur temps, vous savez, ils ont trouvé un mot, ça s'appelle appel d'air. Dès que vous faites un truc qui pourrait apparaître un peu sympa pour les immigrés, les étrangers, voilà, c'est l'appel d'air. Tout ça n'est absolument pas vérifié, il n'y a pas une enquête, pas une étude, bon bref. Donc on a, y compris, ils ont remis en cause l'AME, c'est-à-dire que la première ministre est venue pour dire que c'est pas possible de remettre en cause l'AME, c'est un danger de santé publique. Vous avez vu la tribune des 3000 personnels soignants, tout ça, bon bref. Mais ils le votent et le gouvernement dit, bon écoutez, vous savez, le gouvernement doit donner une position quand il y a un amendement, il dit sagesse, il laisse faire. Alors il faut espérer que quand ils vont à l'Assemblée, il y a toute une partie qui va être remise pour éviter la catastrophe. Mais encore une fois, ils ont tellement donné à la droite, et je pense que c'est le pari de Darmanin, c'est de leur donner tellement que la copie qui va arriver à l'Assemblée, y compris ceux qui, dans la majorité macroniste, veulent quand même pas faire l'horreur, ils vont remonter la cascade avec les rames. Hein. Donc ça va être dur. Mais je l'ai dit, là, on a quand même une ambiance qui est terrible. Je veux dire, là, on a quand même un sujet qui est comment éviter qu'en 2027-2030, ce soit Le Pen au pouvoir et 4 degrés de réchauffement climatique dans notre pays. Parce que on y va. Enfin, je veux dire, c'est notre responsabilité, il vaut mieux se le dire, pour empêcher que ça arrive. Parce que c'est quand même là-dessus qu'on va, à force de nier les grands sujets et de rendre la société plus dure, plus injuste, plus négationniste, au fond, sur les grands sujets qui nous préoccupent. Merci déjà pour tous ces éléments d'éclairage hyper précieux. Du coup, tu vas justement expliquer tout ça sur un plateau télé bientôt. S'il y a des questions dans la salle... C'est à quelle date l'événement de télévision ? Faut que le truc commence officiellement, l'émission commence dans 10 minutes, et moi je passe dans 1 heure. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, du coup ? Charlotte qui a levé la main. Est-ce que tu considères maintenant l'Europe comme un allié d'un point de vue climat et environnement et même écologiste, ou est-ce que c'est devenu vraiment une terre de combat, quoi, vraiment
C'est une pierre de combat, mais c'est moins pire que les pays. Non, mais c'est comme ça. C'est ça la réalité. On en a parlé des différentes... c'est l'Europe qui est compétente sur l'environnement. Jamais oublié. C'est l'Europe qui est compétente sur l'environnement. La France, globalement, n'a jamais eu de politique environnementale. Depuis 50 ans, la France n'a pas de politique environnementale. La vraie planification écologique, elle est européenne. On fixe l'objectif climat, ça veut dire qu'on fait du CO2 des voitures, du CO2 des camions, de l'éco-conception des produits, des renouvelables, de l'efficacité des bâtiments, et voilà. Et tout ça sont des directives, ça devient la loi. Donc il y a de la planification, c'est frustrant, mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux. Y compris parce que quand l'Europe fait une loi, ça reste la loi. Quand les États-Unis disent on va faire 25% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est quand même une partie, c'est très déclaratif. L'Europe a quand même cette force de faire de la loi. Après, est-ce que c'est appliqué, est-ce que c'est respecté? La France, condamnée pour inaction climatique, condamnée sur la pollution de l'air, condamnée sur la protection des espèces protégées, mise en demeure sur les renouvelables, mise en demeure sur l'efficacité énergétique, sur la qualité des eaux. Ce que je veux dire, c'est que la France n'est pas à la hauteur de la loi européenne. Donc l'Europe, oui, c'est mieux. Mais c'est mieux aussi parce que tous les sujets qu'on défend sont des sujets du bien commun de l'humanité. Et que l'écologie dans un seul pays, ça n'existe pas. Et donc on doit se donner les moyens, toujours essayer de se battre pour convaincre, y compris, on le voit dans les négociations internationales aujourd'hui, la seule façon d'emporter un peu le morceau, c'est d'être un peu exemplaire et de montrer que ça marche. Enfin, je ne vois pas d'alternative aujourd'hui. Vous voyez bien l'état de la communauté internationale, c'est comme ça. Bon. Mais l'Europe doit être exemplaire, à la fois sur son modèle à elle, et puis sur sa solidarité vis-à-vis des pays du Sud. Je veux dire, si on ne donne pas ce qu'on a promis aux pays du Sud sur, au départ, leur changement de modèle, on a promis 100 milliards par an en 2009. Mais on était sur uniquement l'atténuation, donc la réduction des émissions. Maintenant, comme tout le monde, mais encore plus violemment, ils se tapent le dérèglement climatique, donc c'est l'adaptation, et ils ont des catastrophes climatiques qui font qu'il y a un nouveau champ de la négociation qui sont les pertes et dommages. Comment ils réparent leur pays quand ça tombe, quand ils ont la catastrophe climatique. Et donc on n'est même pas aux 100 milliards qu'on a promis en 2009, sans évoquer les autres transferts financiers ou les autres transferts de technologie. Je veux dire, on leur a pas filé les vaccins. Enfin, on en était là. Et aujourd'hui, vous le savez, le modèle de transition écologique et notamment le modèle de transition énergétique, c'est un autre modèle extractiviste pour les pays du Sud. On remplace le pétrole par le lithium, le manganèse, le cobalt, avec des effets qui sont peut-être moins durs du point de vue climatique, mais sur ce que ça veut dire pour les économies du Sud, sur ce que ça veut dire pour l'eau, pour ce que ça veut dire pour la biodiversité, c'est pas mieux. C'est pour ça qu'au cœur de notre projet, s'il n'y a pas la sobriété, c'est mort. Si c'est le fantasme juste de dire on va mettre des panneaux avec des logements pas isolés, ou des éoliennes, ou machin, le monde va devenir fou. Enfin, je veux dire, on sera encore plus éloigné des pays du Sud, parce qu'au fond, ils resteront toujours la base du combat mondial pour l'accès aux ressources. Mais cette fois, on ne sera plus l'Europe seule à piller leurs ressources, on sera l'Europe contre la Chine, contre la Russie, contre d'autres, et donc c'est encore plus violent politiquement, si ça peut déjà l'être. On peut prendre peut-être une Ouais. dernière question. Bonsoir, je m'appelle William Nagra et je suis lycéen. Et en tant que lycéen, on peut que se sentir concerné sur l'écologie, sur le dérèglement climatique. Mais en fait, en même temps, on voit dans les cours ou autres d'histoire-géographie ou autres, comment la France, l'Europe, peut-elle agir en fait face à des pays comme la Chine, les États-Unis, le Qatar ou même l'Inde, qui sont des États et qui aujourd'hui sont dans le top des émetteurs à gaz à effet de serre. Tu as raison, c'est un peu la question du jeu de Monto, qui est toujours de dire, au fond, nous, la France, c'est 1% des émissions, en vrai. On n'est pas si mal, c'est 1% des émissions. Donc, l'Allemagne pollue plus que nous.
Et puis l'Allemagne va dire, bon, écoutez, nous, ok, mais la Pologne, c'est pire. Puis la Pologne va dire, mais regardez les États-Unis. Puis les États-Unis vont dire, regardez la Chine. Et tout ça, en fait, tout le monde se déresponsabilise en disant, finalement, il n'y a que les Chinois qui font le pire. Alors, ils font pas mal de saloperies. Mais en même temps, toute une partie de ce qu'on consomme vient de là-bas. Donc, c'est notre responsabilité. Mais c'est pour ça, qu'il faut l'Union européenne. L'Union européenne, c'est le premier marché mondial. Là, la Commission européenne, sous pression des lobbies de la chimie, a renoncé à renforcer la législation sur les molécules chimiques, qu'on appelle REACH. Mais quand on a fait REACH en Europe, c'est devenu la norme mondiale. C'est-à-dire les règles européennes de réduction des molécules les plus dangereuses, c'est devenu la norme mondiale parce qu'on est le premier marché mondial et que les gens, s'ils veulent exporter, ils doivent changer leur modèle de production. Donc il faut qu'on retrouve cette ambition à travers déjà notre marché d'imposer un modèle. Je veux dire, on parlait tout à l'heure du travail forcé. Il suffit d'interdire le travail forcé et y compris, j'espère, on aidera au sort des Ouïghours parce que peut-être les Chinois ils se diront si on perd le marché européen, c'est un problème. Donc c'est une des premières réponses. 2, être exemplaire. 3, être solidaire vis-à-vis des pays du Sud. Après, je ne sais pas si vous avez lu le rapport des ONG sur les bombes climatiques. Total, deuxième entreprise la plus climaticide au monde, après les Chinois. Donc tu vois, on est quand même on est bon quoi. Tu vois, c'est pas parce qu'on a un petit pays qu'on n'a pas des fucking criminels du point de vue du climat. Et donc, c'est notre responsabilité de ne pas laisser Total faire n'importe quoi. Enfin, quand vous connaissez le projet ICOP, en Ouganda et en Tanzanie, à un moment donné, l'armée française a formé l'armée ougandaise pour évacuer les villages. Enfin, je veux dire, c'est pas simplement la France qui soutient son entreprise dans ce projet dramatique. Ce que je veux dire, c'est qu'on utilise nos outils régaliens pour soutenir Total. Enfin, vous savez que aujourd'hui, la France est le premier importateur de gaz russe à travers le GNL et Total. Au-delà du fait que, évidemment, on continue sur le nucléaire à importer leur uranium et leur machin et leur truc. Bon. Donc, je veux dire, à travers notre volonté et à travers l'Union européenne, on n'a pas à se résigner totalement face, y compris à des grosses multinationales. On n'a pas à se résigner vis-à-vis du Qatar, simplement parce qu'à un moment donné, on leur vend potentiellement des centrales nucléaires et des armes. Je veux dire, ça, c'est des choix politiques, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on, si à un moment donné, l'Europe arrête d'être cupide et qu'on s'aligne sur des valeurs, on dit au fond, qu'est-ce qui règle nos échanges avec les autres ? Ce sont des valeurs sur les droits sociaux, sur le climat, sur la démocratie. Et que progressivement, qu'est-ce qui empêche l'Europe de dire, allez, parce qu'il faut laisser un peu de temps, c'est normal, on fait de la transition, dans 5 ans, il n'y a plus un produit qui rentre sur le marché européen s'il n'y a pas, dans ces pays-là, la reconnaissance de la liberté syndicale. C'est les droits, c'est les conventions de base de l'Organisation internationale du travail. C'est le droit international, c'est pas dire, c'est pas faire de l'impérialisme, que de dire il y a des droits reconnus à l'échelle internationale dans les conventions de l'OIT, on les applique. C'est notre choix. Est-ce qu'on y perdrait ? Oui, il y a des entreprises qui perdraient. En Allemagne, ils sont coincés. Je veux dire, Volkswagen fait la moitié de son pognon en Chine. BASF, donc la chimie, fait la moitié de son pognon en Chine. Mais au fond, y compris les produits dont on a besoin, si à un moment donné ils sont un peu moins chinois, un peu plus produits ici, c'est pas idiot. Donc au fond, on n'a pas perdu ce combat-là. Si on le mène, on l'a pas perdu. Il va pas être facile à gagner, mais on l'a pas perdu. Aujourd'hui en Europe, on fait des normes, on en a beaucoup parlé, on est les rois des normes. Le problème, c'est qu'on n'accompagne pas socialement et on n'accompagne pas industriellement. Les Chinois foutent des centaines de milliards, les Américains foutent des milliers de milliards. Nous, on n'accompagne pas pour garder nos entreprises et on n'accompagne pas parce que, je veux dire, si on a une responsabilité, c'est quand même que les plus vulnérables d'entre nous soient les grands vainqueurs de la transition. C'est ça notre sujet. Si on arrive à gagner ça, on emmène tout le reste.
Je veux dire, y compris quand vous regardez les statistiques, hein, les plus pauvres d'entre nous, en vrai, en matière de réduction de CO2, il n'y a pas de sujet en fait. Non mais, c'est pas eux, c'est pas eux qui nous amènent au-delà de 1,5 degré. C'est les plus riches. Donc au fond, à nous de faire ce boulot-là, et puis, parce que j'en profite, comme ça c'est bien, t'es jeune, et donc tu prends le truc jeune, arriver à faire voter les jeunes. Vous savez, le Brexit, vous vous souvenez, c'était quand même un référendum sur l'immigration. Enfin, faut pas oublier, hein, ça a libéré la parole raciste en Grande-Bretagne, enfin, ça a polarisé ce truc, et les plus cons qui ont voté pour dire on veut plus voir les Albanais, les Noirs, les Asiates, tout ça, ils se retrouvent parfois dans des régions où, ah ben zut, les immigrants ont disparu, l'économie ne tourne plus. Bon, bref. Mais au-delà de ça, ça pourrit la société, quoi. Et les jeunes ne sont pas allés voter. Les jeunes qui étaient les plus pro-européens ne sont pas allés voter. Et les jeunes auraient été votés, il n'y aurait pas eu le Brexit. À la différence de ça, les dernières élections en Pologne, c'est les jeunes qui ont fait basculer, qui ont sorti les fachos de Pologne, du gouvernement en fait. Comme quoi, je veux dire, ça se joue à pas grand-chose aujourd'hui. Vous avez vu les élections au Brésil, vous voyez les élections d'Espagne, vous voyez les élections aux États-Unis. Entre les fachos et le reste, ça se joue à 50-50 quand même en vrai. Hein. À 51, ça bascule du mauvais côté et voilà. Donc, et c'est les jeunes qui font la différence en fait en vrai, parce que c'est eux qui votent le moins. C'est eux qui votent le moins et que, au fond, s'ils votent comme les autres, on n'a pas le cul sorti des ronces, mais on reste du côté lumineux. Non mais c'est vrai, c'est couillon, mais c'est ça. Et donc notre responsabilité, c'est d'arriver à convaincre les jeunes que leur fatigue de la politique, leur défiance vis-à-vis de la politique, n'est pas justifiée quand ça concerne les écologistes. Merci beaucoup. Vous avez une très belle liste, en vrai. Il y a une très belle liste des écologistes. Donc, voilà. Faut entrer en campagne et tout va bien se passer. On est ravis de t'avoir reçu en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Je suis désolé. Mais